das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Wie groß ist ein mittelgroßes Ei? Was ist der Unterschied zwischen Backpulver und Bakin? So verführerisch belegt. So knusprig, zart im Biss. C'est avec un petit sachet de poudre à lever, simplement, que tout a commencé il y a 110 ans de cela. Aujourd'hui, Dr Oetker est un groupe d'1 milliard de dollars, présent dans le monde entier et employant pas moins de 38 000 personnes. 98% des Allemands connaissent son nom, peut-être que toi, tu le connais également, parce que les Oetker sont la famille d'entreprises la plus connue d'Allemagne par exemple. Leur fortune est estimée à environ 6 milliards d'euros. Mais en tant que l'une des 10 familles les plus riches d'Allemagne une fois encore, le succès devient vite un danger parfois. Imagine que tu sois si célèbre que l'on t'enlève et que l'on t'enferme dans une caisse en bois afin de t'extorquer une rançon. Sûrement aucune autre famille industrielle n'a connu autant de tragédies que les Oetker. Il existe également des liens quelque peu douteux avec le régime nazi, qui a été moins une malédiction qu'une bénédiction pour l'entreprise. Mais alors, qui sont ces fameux fondateurs? Qu'est-ce qui les a motivés à créer cette entreprise? Quel est le rapport entre Himmler et une cruelle affaire d'enlèvement à Munich ainsi que les Oetker? Et comment se fait-il que l'entreprise soit aujourd'hui impliquée dans 400 marques différentes? Eh bien aujourd'hui, on se penche sur l'histoire de la fondation de l'une des entreprises les plus traditionnelles et les plus importantes de l'histoire allemande. Nous allons ensemble découvrir les coups du sort ainsi que des tragédies, des stratégies d'entreprise immorales et des secrets qui risquent de jeter un voile peu ragoûtant sur les délicieux mélanges pour pâtisserie de Dr Oetker. Ceci étant dit, maintenant que tu as une idée de à quoi t'attendre, surtout avant que nous ne t'emmenions dans le passé de l'une des entreprises les plus puissantes et les plus controversées, eh bien, n'hésite pas en vitesse à nous laisser peut-être un like ou un commentaire. Tu soutiendras ainsi notre travail de recherche et découverte de l'histoire de la création d'entreprises mondialement connues et de leur caractère quelque peu mystérieux. Alors, es-tu prêt à finalement découvrir la vérité sur l'entreprise traditionnelle Dr Oetker ainsi que ses antécédents quelque peu funestes? Alors, nous t'emmenons cette fois en 1891, année où tout a commencé avec un simple pharmacien. Imagine une seconde, ton grand-père est le grand Dr August Oetker. Il vit en 1891 à Bielefeld et vient de reprendre la pharmacie Ascoff de la même ville. Il n'est pas médecin, le titre de docteur est en fait lié à son métier de pharmacien par contre. Comme ton arrière-grand-père est boulanger et qu'il y tient une boulangerie également, l'idée de la levure chimique t'a été quasiment transmise depuis le berceau. L'innovation de ton grand-père doit être une poudre à lever de longue durée et au goût neutre, également appelée Bakin, car à ton époque, une telle chose n'est pas encore disponible pour le consommateur ordinaire. Il décide donc de travailler jour et nuit et fait des expériences dans le monde de la poudre. C'est alors que 2 années plus tard, il réussit finalement une grande percée technologique et, pour faciliter la vie des ménagères et conquérir les cuisines allemandes, il conditionne sa poudre à lever en petits sachets très pratiques. Le concept est plus que prometteur. Un sachet contient juste assez de bakin pour être correctement dosé sur 500 grammes de farine. C'est une révolution. Ainsi, tout le monde peut réussir un délicieux gâteau sans plus devoir rien peser. Les femmes de l'époque sont enthousiastes et lui arrachent littéralement les sachets magiques des mains. Wer da aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, der irrt sich ganz gewaltig. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Ils vendent donc 50 millions de paquets de cette manière jusqu'en 1906. Il pose alors la première pierre du succès de ton entreprise, qui durera alors jusqu'à aujourd'hui. Sa poudre à lever se trouve finalement dans tous les foyers d'Allemagne. Alors, lorsque sa femme Caroline, ta grand-mère, met au monde ton père, Rudolf Oetker, cette fois en 1889, son mari sait que son rêve sera entre de bonnes mains. Il a un successeur qui s'occupera plus tard, à sa place, de la fameuse entreprise Dr Oetker. Malheureusement, son plan n'allait pas réellement aboutir comme il l'entendait. Rudolf, ton père, est appelé au front en 1916 et malheureusement y est tué avant même que tu ne naisses au cours de la même année. C'est finalement sous le nom de Rudolf August Oetker que tu allais voir le jour. Tu n'as jamais connu ton père à cause de la guerre.
Pour ton grand-papa, la mort de son successeur est un coup indigeste, et en même temps le premier d'une série de coups du sort que ta famille devra tant bien que mal digérer également. Il mourra en 1918, 4 jours seulement après son 56e anniversaire, des suites d'une pneumonie fatale. Pour ta grand-mère, Ida, la période difficile commence. Sans son mari et avec toi dont s'occuper, la jeune femme tente de maîtriser quand bien même sa vie seule. À cela s'ajoute la menace du déclin de l'entreprise Haute-Cœur qui se trouve soudain sans direction. Tu n'as à l'époque que 2 années seulement. Évidemment, tu n'es pas en mesure de t'occuper à l'époque de l'entreprise. Alors imagine 2 secondes la pression que subissaient les Haute-Cœur. En Allemagne, c'est la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucun descendant masculin adulte capable de manœuvrer l'entreprise pendant la période la plus difficile qu'elle ait connue. Alors, ta mère se remarie après la mort de ton père, mort à la guerre comme on l'a vu. Mais alors, avec qui ? Eh bien, il s'agit d'un ami de la famille, du nom de Richard Kaselowski, qui va guider l'entreprise à travers le pire en tant qu'administrateur et ainsi la sauver. Un sauveur, un héros. Eh bien, comme on va ensemble le découvrir, effectivement, c'était le cas. Mais les tactiques immorales pour lesquelles il devait payer amèrement, eh bien, sont encore aujourd'hui extrêmement controversées. Ce qui empêchait les Haute-Cœur de sombrer à l'époque, eh bien, aujourd'hui, leur donne pas mal de fil à retordre. Mais encore une fois, chaque chose en son temps, laisse-moi te conter cette histoire. 1933, les temps sont durs pour l'Allemagne. Le régime nazi s'empare du pouvoir dans le pays. Pour le succès de l'entreprise Dr Haute-Cœur, une fois encore, Kaselowski n'hésite pas à se rapprocher des nazis en prenant le taureau par les cornes. Au contraire, il devient membre du Parti national-socialiste et fait désormais partie du cercle d'amis proches de Heinrich Himmler. En 1937, cette fois, l'entreprise devient une entreprise modèle nationale socialiste. Tu risques d'être choqué. Dr Haute-Cœur, une entreprise modèle nationale socialiste, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, effectivement, et même avec une distinction que le fabricant de levure chimique s'est vu remettre par Hitler en personne. Surprise. Des réunions industrielles ont régulièrement lieu dans ce cercle restreint d'Himmler, auquel Kaselowski n'est pas le seul à assister, mais ainsi d'autres représentants de l'industrie allemande, comme par exemple IG Farben, la Deutsche Bank ou la Dresdner Bank. Cela pourrait paraître assez choquant, mais l'amitié avec Himmler était une importance significative pour l'entreprise qui avait du mal. Si l'on voulait effectivement obtenir quelque chose en Allemagne à cette époque, eh bien il fallait entretenir de bons liens, des contacts avec le régime nazi. Pas vrai ? En tout cas, c'est ce que Kaselowski a fait, et il a acheté les faveurs de Himmler en 1943 ainsi que 1944, et ce, en versant à chaque fois 40 000 Reichsmark sur un compte spécial dédié au régime SS. Il n'avait bien sûr guère d'autre choix afin de sauver l'entreprise Haute-Cœur. Pour l'instant, on va essayer de quelque peu mettre à l'écart le fait qu'il considérait, soit dit en passant, comme un honneur d'être présenté au Führer en personne. Mais les agissements de Kaselowski avec les nationaux socialistes devaient également laisser des traces chez toi. En 1933, cette fois, tu deviens, toi aussi, en tant que jeune homme, membre de la SA, après que le club d'équitation de Bielefeld, dans lequel tu es impliqué, a été transféré à la Reiter SA. Tu es tellement séduit par la magie du régime nazi qu'en 1942, cette fois, tu décides de t'inscrire toi-même afin de devenir membre de la Waffen-SS car tu souhaites y faire carrière. À 28 ans d'âge, il est temps pour toi de prendre en main la direction de l'entreprise familiale, après que ta famille ait subi un nouveau coup dur peu de temps auparavant. Cette fois, nous sommes le 30 septembre 1944. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Eh bien, des avions de combat alliés survolent Bielefeld et bombardent cette fois la ville. Leur objectif est simple, la fin de la Seconde Guerre mondiale et du régime nazi. Kaselowski ainsi que ses 2 filles décident de se réfugier dans le bunker de la maison. Ils attendent, ils sont assis dans l'obscurité, les bombes secouent la terre de part et d'autre, et puis, la maison de la famille Haute-Cœur est finalement touchée et les débris s'effondrent sur la sortie de la cave. Pour Kaselowski et tes sœurs, il n'y a aucun échappatoire. Les minutes passent, les heures passent et l'air se raréfie de plus en plus. Finalement, les 3 personnes perdent connaissance et meurent asphyxiées dans la cave préparée du bunker qui était en fait faite pour leur sécurité à la base. La seule chance qui a persisté dans ce malheur, c'est que tu n'étais pas à Bielefeld ce jour-là avec ta mère Ida. C'est ceci qui vous a sauvé la vie. Tu l'as sûrement entendu, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Rudolf August Haute-Cœur. Ta mère perd son 2e mari et, avec lui, 2 de ses précieux enfants.
Tu es désormais le seul descendant à pouvoir gérer l'entreprise familiale cette fois. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par les Alliés bien sûr, ton heure est enfin venue. Cette fois, tu es assez âgé pour prendre ta place en tant que chef de l'entreprise. Tu es prêt à régner. Mais ce n'est pas si simple que cela bien sûr, car l'entreprise est durement touchée par cette période difficile. La guerre a laissé ses traces, les bombes américaines ont tout détruit sur leur passage, il ne reste plus grand chose de Bielefeld. Et ce n'est pas tout avec ceci. Les Alliés spéculent également sur le fait que tu sois un membre de la Waffen-SS ainsi que de la Reiter-SA, et donc on te place dans le camp d'internement de Stomhul, près de Paderborn, ce qui est spécialement construit pour les criminels de guerre au cours de l'époque nazie. Un jour, lors d'une fouille corporelle, les soldats découvrent un tatouage avec le facteur de ton groupe sanguin sous ton aisselle gauche. C'est une évidence pour eux, tu es bel et bien un membre du Parti national-socialiste, c'est ce tatouage qui fait toute la différence. Le personnel de garde veut donc se venger et rendre justice par eux-mêmes, et donc te tabasse jusqu'à ce que tu en deviennes complètement méconnaissable. Des côtes cassées, des hématomes ainsi que des lèvres éclatées sont le résultat de la punition pour ton passé en tant que membre du régime nazi. Malgré tout, tu t'estimes heureux d'être toujours en vie. Tes blessures persistent cependant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même alors, tu as encore besoin d'une canne pour pouvoir marcher debout. Tu ne parleras cependant jamais de ce passé douloureux. Ce que tu as vécu était bien trop grave. En quelques années, dans l'après-guerre, tu transformes le fabricant de produits alimentaires Haute-Cœur, le rêve de ton grand-père, en un conglomérat aux multiples ramifications, ce qui fait le commerce de la bière cette fois, de la pizza et du champagne, mais dont la principale source de revenus sera bientôt l'entreprise maritime Hamburg Sud. Aujourd'hui, ton entreprise compte au moins 400 filiales au total. Tu es la 3e génération de l'entreprise familiale, et comme tu l'as peut-être déjà entendu, on dit souvent que la première génération construit, la 2e génération développe, et finalement, la 3e génération, elle, démantèle. Eh bien, ce n'est pas du tout ton cas. C'est toi qui as fait de l'entreprise Dr Haute-Cœur ce qu'elle est finalement aujourd'hui. À ce stade, nous nous demandons quels sont les produits qui passent sur le comptoir sous la marque Haute-Cœur. Eh bien, imagine cette situation. On est en 2024. C'est une soirée foot. Pour ça, une pizza surgelée et croustillante, accompagnée d'un verre de vin mousseux Henkel ou même d'une Radeberger Pilsner qui est bien fraîche. En dessert, un délicieux gâteau à la crème de Koppenratehuis. Encore peut-être quelque chose à digérer après ce repas copieux ? Pas de problème. La vodka Gorbatchev et le Kümmerling sont déjà glacés dans ton réfrigérateur. Pour les maux de tête du lendemain matin, n'oublie surtout pas la bouteille d'eau de Seltz. Eh bien devine quoi, Dr Haute-Cœur gagne de l'argent sur chacun de ses plats et exulte à coup sûr devant ton menu, et ce, même si ton médecin te déconseille sûrement cette alimentation. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros grâce aux produits alimentaires seulement. Sous la marque Haute-Cœur, elle commercialise en fait 44 mélanges à pâtisserie différents, 61 desserts différents ainsi que 77 types de pizzas sur le marché. La pizza Dr Haute-Cœur est considérée comme la meilleure au monde et est leader du marché des pizzas surgelées, même en Italie d'ailleurs, et ce depuis 1997, même si elle n'y est connue sous le nom de Cameo à la place. Il est peut-être plus facile pour les Italiens de garder en tête la marque Cameo que Dr Haute-Cœur. Qu'en penses-tu ? Ceci étant dit, revenons-en maintenant à ton histoire. Malheureusement, tu as fait l'objet de quelques gros titres négatifs au cours de ces quelques dernières années. L'un d'entre eux, c'est que des membres de ta famille ont investi dans l'industrie de l'armement. Une mauvaise image bien sûr. En 2015, cette nouvelle a l'effet d'une bombe à retardement. Effectivement, ils ont participé à l'achat d'ESG Electronic Systems ainsi que de Logistique GmbH, dont le domaine d'activité comprend, entre autres, des avions de combat allemands. Un peu touchy, n'est-ce pas ? Mais ce n'en est pas fini. Peu de temps après, le magazine des consommateurs Ocotest publie une étude au cours de laquelle il semble prouver que tes aliments contiennent fondamentalement trop de sucre ainsi que de l'huile minérale. Dans une société où on aime manger sainement, eh bien c'est une mauvaise publicité pour ton entreprise et, avant que tu n'aies eu le temps de faire quelques commentaires, tu es déjà poursuivi par la prochaine mauvaise nouvelle, cette fois l'accusation de sexisme. Dans une publicité pour la Coupe du Monde cette fois, tu montres une femme avec un tablier de cuisine, un gâteau de football dans la main et, imprimé en grosses lettres au-dessus, on peut lire « Fais le bonheur de ton mari, même s'il a un deuxième amour ». Tu aurais pu te douter que ce slogan publicitaire mettrait quelques femmes à l'écart et les rendrait furieuses, n'est-ce pas ?
So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Et ce ne sera pas d'ailleurs le seul spot publicitaire provocateur et sexiste. En effet, à l'époque, cela n'a peut-être dérangé personne, mais à notre époque, de tels dérapages ne passeraient plus du tout. Revenons d'ailleurs à l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il ne reste plus grand-chose de ton entreprise. Les bombardements ont eu raison de toi et détruisent la majeure partie de ton entreprise, le travail de génération. Tu es un homme modeste, c'est ainsi qu'on t'a toujours connu. Tes petits-enfants raconteront d'ailleurs un jour, lorsque le col d'une chemise était usé, il faisait découper une partie moins importante du dos, par exemple, afin de réparer le col. On peut également entendre des histoires comme « Je ne l'ai effectivement jamais vu avec un nouveau sac ». Il adorait cette chose et quand elle était cassée, il l'amenait simplement afin de la faire réparer. Ensuite, il avait un choc lorsqu'il se rendait compte que le coût était plus élevé que s'il en avait acheté un nouveau tout de suite. Lorsque tu vois le bâtiment de ton entreprise en ruine de la sorte, cette vision te brise presque le cœur. Mais tu es un homme d'action, à ne pas oublier. Tu retrousses donc tes manches, attrapes une pelle et commences à tout reconstruire petit à petit, et ce, avec tes propres moyens. Tu étais à l'époque au bord du gouffre, mais la chance va bientôt tourner pour toi. Après la guerre, la réforme monétaire arrive, et avec elle, les années de vache grasse comme on les appelle. Les gens commencent à se remettre des terribles années de guerre et ont à nouveau du succès avec de la bonne nourriture. Imagine-toi la scène, des années de faim et de misère sont derrière toi. Soudain, les rayons sont à nouveau pleins à craquer et le marché allemand est en plein essor. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu achètes de la nourriture bien sûr et tu t'en mets plein les poches. Eh bien, c'est exactement ce que faisaient les gens à l'époque. Les caisses se remplissent au maximum et tu recommences à t'enrichir. En tant qu'homme d'affaires avisé, eh bien, tu réfléchis à l'endroit où tu pourrais investir tes millions afin d'assurer finalement ton avenir. C'est alors que ton regard se porte sur le groupe maritime Hambourg Sud, dont l'acquisition te permettrait peut-être d'améliorer le transport de marchandises, notamment pour ta propre entreprise bien sûr. Mais tout ceci n'est pas si simple, car la concurrence est rude et les débuts sont plus que difficiles. Un fabricant de pudding comme entreprise de frais ? C'est une idée grotesque, non ? Les banques veulent des garanties, car elles estiment que le risque de ton plan est bien trop élevé. À la question « Avec quoi êtes-vous responsable ?» tu réponds « Eh bien, je ne suis responsable qu'avec mon bon nom ». À cette époque, l'argument de ton nom, heureusement, est suffisant, et tu deviens ainsi la plus grande entreprise de navigation privée de la ville de Hambourg. Grâce à ceci, ton succès fait frémir certains envieux. Haute-Cœur est désormais le nom le plus connu de toute l'Allemagne, mais ton nom n'apporte pas que la popularité, et c'est pourquoi il se produit exactement ce que tu as toujours craint. Finalement, ta notoriété devient un danger. C'était comment encore le proverbe ? Heureux en affaires et malheureux en amour, quelque chose comme ça ? Eh bien, dans ta vie privée, tu as malheureusement connu quelques revers. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ta vie privée, tu as connu quelques revers. Ton premier mariage avec Marlène Hamlen, dont naîtra une fille, commence à battre de l'aile. On connaît d'ailleurs tous le nom de ta première fille, il s'agit de la politicienne CDU Rosli Schweizer. Ton deuxième mariage avec Suzanne Janst-Schuster est également voué à l'échec. 2 de vos 4 enfants en particulier entreront plus tard, jusqu'à nos jours, dans l'histoire et doivent absolument être mentionnés ici. Il s'agit de tes fils Auguste et Richard. Tu souffres bien sûr de l'échec de tes mariages, car tu es un homme de famille et tu ne souhaites rien de plus que de rentrer à la maison auprès de tes proches après avoir terminé ta dure journée de travail. Le rêve en somme. Mais, avec tout ceci, tu as un problème. Tu es un bourreau du travail et les heures de travail grignotent le temps que tu peux consacrer à ta famille et tes proches. Le destin te sourit cependant et en 1963, tu épouses finalement la femme de ta vie. Il s'agit de Marianne von Malézé, souvent appelée Maya, avec qui tu seras heureux jusqu'à la fin de ta vie. En plus, elle te donnera 3 autres enfants. Tu n'es donc pas seulement un entrepreneur, mais aussi un père de famille de 8 enfants. Et, eh bien, tu es conscient de ta responsabilité envers toute cette famille. Tu les élèves avec amour pour en faire des leaders forts, mais toujours modestes et humbles. Nous comprenons maintenant ta volonté de ne vouloir que le meilleur pour tes enfants, en particulier pour leur sécurité. Et
Eh bien, c'est précisément pour cette raison que ce que tu es sur le point de vivre va pratiquement te tuer. Nous sommes le 14 décembre 1976. Ton fils Richard étudie à l'université de Freising et sort du bâtiment de cours vers 18h30 au cours de cette longue soirée d'hiver. Il fait sombre et c'est le désert. Il se dirige vers sa voiture qui est garée un petit peu plus loin, mais soudain un sentiment de malaise s'empare de lui lorsqu'il voit un fourgon noir stationné de l'autre côté du parking. Pour s'en débarrasser, il souhaite monter rapidement dans sa voiture et rentrer chez lui. Mais, comme il l'avait pressenti, au moment où il se retourne, un homme masqué se tient juste devant lui. Il tient dans sa main un pistolet avec un silencieux et lui déclare « Du calme, ce truc ne fait que cliquer ». Il demande à Richard de monter dans le fourgon ainsi que de se menotter lui-même. Ensuite, il ouvrira une caisse en bois de 1,45 m de long qui se trouve à l'intérieur de ce même fourgon noir et ordonne à ton fils, Richard, de se faufiler à l'intérieur sans faire de bruit. En plus de cela, rappelle-toi que tu mesures 1,94 m et que tu dois te faufiler dans une boîte de 70 cm de haut. Et tout ceci bien sûr face à la peur et l'incertitude de ce qui risque de t'arriver. Le ravisseur ferme la boîte et Richard sent la voiture démarrer. Par le biais d'un babyphone transformé en interphone, l'inconnu lui explique que la caisse en bois est équipée d'un dispositif à commande acoustique qui, en cas d'appel à l'aide bruyant, injectera de l'électricité dans son corps via les menottes. Quel plan machiavélique! Bien sûr, à l'annonce de ceci, Richard est totalement terrifié. Il s'agit d'un voyage vers l'inconnu, il ne sait pas qui est cet homme, ni même bien entendu ce qu'il lui veut. Il ne lui reste plus qu'à attendre dans une position embryonnaire, dans une caisse bien trop étroite pour son corps endolori. C'est alors que le ravisseur gare la voiture dans un garage et laisse simplement Richard dans sa prison, à l'intérieur de la boîte, toujours dans la voiture. Richard entend des pas qui s'éloignent lentement. Il sait qu'il est à présent seul. À Bielefeld, vers 20h, ton téléphone, cette fois, sonne. Tu te lèves, tu t'approches de l'appareil, décroches le combiné et déclares « Bonsoir, Haute-Cœur à l'appareil ?» Alors, au bout de l'autre ligne, un homme te répond simplement en disant « Monsieur Haute-Cœur, si vous souhaitez un jour revoir votre fils, vous devez lui donner 21 millions de Deutschmark. Pas de police dans la transaction. » Alors bien sûr, la stupeur, l'impuissance et la panique s'emparent de toi. Tu appelles Auguste, ton autre fils, et tu lui demandes de se rendre immédiatement à Munich avec la rançon afin de libérer Richard des griffes du ravisseur. Auguste part de sitôt et veut remettre l'argent rapidement, mais le criminel commence alors une chasse au trésor et le poursuit dans tout Munich. Auguste doit finalement déposer la valise sur le Stacus devant une autre porte d'une pharmacie et attendre là-bas. Pendant ce temps, à Bielefeld, c'est pour toi l'attente désespérée que ton fils te donne cette fois des nouvelles. Ce que tu ne sais pas, c'est que, à ce moment-là, la vie de Richard, toujours emprisonné, est cette fois en danger. Pourquoi ? Eh bien, ce matin-là, la porte du garage a été traînée le long du véhicule du ravisseur lors de son ouverture, et tout ceci, tu commences à faire le lien, a provoqué énormément de bruit. Alors, l'électricité est injectée sans cesse dans son corps via les menottes de Richard. Ses cris et ses coups contre la caisse ont prolongé les décharges électriques à environ 10 secondes. L'horrible résultat, des spasmes musculaires qui ont entraîné des fractures de la 7e et 8e vertèbre cervicale ainsi que 2 cols de la cuisse. Immédiatement après l'enlèvement, les médecins estimeront les chances de survie de Richard à seulement 50%, car la position extrêmement serrée de la boîte a gravement endommagé ses poumons également. De retour à Stacus de Munich, la porte s'ouvre derrière Auguste Haute-Cœur. Le criminel s'empare de la valise et s'enfuit avec la rançon. Par un appel téléphonique peu de temps après, le ravisseur te communiquera enfin l'endroit où se trouve ton fils Richard et la police le libère après 47 heures dans la caisse en bois qui a failli se transformer pour lui en cercueil. La chasse à l'homme commence. La police judiciaire est à plein régime, tandis que la victime, Richard, lui, lutte pour sa vie. Il faudra 2 années afin d'identifier et d'arrêter finalement le coupable de l'enlèvement. Finalement prêt à rendre justice, Richard sera assis en face de lui au tribunal le 9 juin 1980. Le ravisseur Dieter Zloff est condamné ce jour à 15 années de prison. Finalement, c'est une sentence assez clémente, car il faudra attendre bien longtemps avant que Richard ne s'exprime finalement sur ses cruelles expériences, et toi, en particulier, tu as du mal à montrer de la compassion, même si, en tant que père, tu aimerais de tout ton cœur pouvoir le soutenir. Ce genre de discussion émotionnelle t'était jusqu'à présent totalement inconnu.
Alors jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as jamais parlé avec lui de ce qu'il a vécu pendant ces 47 horribles heures. Tu sembles être un homme au passé controversé. De nombreuses tragédies ont marqué le cours de ta vie et des manœuvres immorales apparaissent peu à peu au grand jour. Bien sûr, ce n'est plus un secret pour nous que tu étais également un partisan de la Waffen-SS. Mais alors, quelle était la profondeur de ton implication dans le régime nazi ? Eh bien, découvrons-le ensemble. Nous savons déjà que tu étais, tout comme ton beau-père Kasselowski, un fier national-socialiste. Cela implique, lors d'une campagne de sensibilisation de ta famille en 2013, de nombreuses choses horribles qui ont été révélées. Effectivement, ce qui t'a longtemps aidé, c'est que, au-delà des frontières de la ville de Bielefeld, le public ne savait que peu de choses sur ton fascisme et celui de ta famille. Toute ta vie, tu as avec succès empêché cette mise en lumière par tous les moyens possibles. Mais 7 années après ta mort maintenant, tes descendants commencent finalement à se pencher publiquement sur le passé nazi de ta famille ainsi que de l'empire de ton entreprise. L'historien Andreas Wersching le résume ainsi. Entre Oetker et le régime nazi, il n'y avait pas de place pour une feuille de papier. Cela vaut pour la famille comme pour l'entreprise d'ailleurs. Nous n'avons trouvé aucune preuve de démarcation. En 1933, en tant que membre du Parti national-socialiste, tu as commencé à travailler dans le secteur de la brasserie cette fois, avec l'acquisition de la brasserie Grotterjan, dont les propriétaires juifs avaient alors été expropriés, brutalement bien sûr et par la force. En outre, tu participais à des paquets d'actions de certaines entreprises qui profitaient considérablement du travail forcé, comme par exemple l'usine de machines à coudre Koch Adler, ou encore des entreprises comme Salamander, un fabricant de chaussures cette fois qui, à l'époque, faisait torturer des prisonniers des camps de concentration. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, tu as vu l'opportunité pour toi et ton entreprise et tu as pris en charge le ravitaillement de la Wehrmacht pour laquelle tu as dû coopérer étroitement avec le service de ravitaillement de l'année. Souhaites-tu avoir de nouveaux secrets sur les nazis ? Eh bien en 1943, tu fondes avec la SS et la société Prixwerk de Hambourg la UNSA Forschung GmbH et ce pour le développement de la levure nutritive cette fois. En tant que fabricant de produits de boulangerie et de bien d'autres choses bien sûr, la production et le profit de la levure te semblent totalement évidents. C'est donc une création enchanteresse si on fait abstraction du fait que cette entreprise disposait de son propre camp extérieur de concentration. En Lituanie, tu étais stationné en tant que soldat SS à l'automne 1941, peu après que 831 juifs, dont 149 enfants, y aient été atrocement assassinés. Bien sûr, toute ta vie, tu vas nier ceci en bloc, mais les chances que tu ne sois pas au courant de ce meurtre de masse sanglant sont assez minces. Après ceci d'ailleurs, tu vas complètement embaucher dans ton entreprise ton ancien camarade SS, Rudolf von Ribbentrop, le fils de celui qui fut longtemps d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères d'Hitler lui-même. Celui-ci fait des dons incroyables à Die Stille-Hilfe, qui s'engage en faveur des criminels nazis en prison afin de les aider dans leur nouvelle vie. Dans plus de 100 cas où des nazis ont été accusés d'avoir exécuté et tué des milliers de juifs, l'aide silencieuse a émis des demandes de grâce en leur faveur. Tes dons d'ailleurs en plus de ça au Parti national-socialiste allemand, en abrégé NPD, depuis les années 60, ne sont ni transparents, ni d'une importance mineure soit dit en passant. Il semble que tu aies acheté une fois de plus les faveurs des nationaux socialistes. Alors, comment nier tout ceci ? Officiellement, tu as toutefois été dénazifié par la ville de Bielefeld en 1947. Et à ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre alors, pas vrai ? Eh bien, un autre secret obscur que tu voulais emporter dans ta tombe, c'est que non seulement les membres masculins de la famille Oetker avaient des liens avec les milieux nazis, mais les femmes également. Eh oui. Il s'agit cette fois de ta mère, Ida Oetker, ainsi que de ta sœur Ursula Oetker dont il est question. Toutes deux étaient membres du Parti national-socialiste également. Ce n'était certainement qu'un aperçu des liens complexes d'ailleurs et enchevêtrés de ton entreprise avec le régime nazi. Après toutes ces informations, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui s'est passé et nous nous demandons donc à ce stade ce que tu as bien pu devenir. Eh bien, à l'époque, 5 années après l'enlèvement de ton fils Richard, tu as cédé la direction de l'entreprise à ton fils aîné, Auguste, en 1981. Critique tout de même, tu surveillais scrupuleusement chacun de ses faits et gestes et chacune de ses décisions commerciales. L'ordre et la droiture ont toujours été extrêmement importants dans ta famille.
C'est ainsi qu'à son époque, ton grand-père avait accroché dans l'entreprise des panneaux sur lesquels il était écrit en gros « Le temps, c'est de l'argent. Pensez-y et limitez-vous autant que possible dans vos rapports avec moi. » Toutes sont des phrases assez parlantes en somme. L'ordre règne sur le monde, peut-on lire, et j'exige de l'ordre et une propreté méticuleuse. Après la fin du travail, chaque place sera remise en ordre. Celui qui n'en est pas capable est prié de quitter mon magasin, a déclaré Dr Auguste Hautecœur. Cette fois, tu es devenu vieux, et après tant de coups du sort, plusieurs maladies finalement te frappent. Alors finalement, le 16 janvier de l'année 2007, tu décèdes dans un hôpital, laissant tout derrière toi, tout ton héritage à tous tes descendants, bien sûr, les dettes également. Ton dernier souhait, que l'entreprise reste une entreprise familiale traditionnelle. Auguste ainsi que Richard font énormément d'efforts pour Dr Hautecœur, une entreprise qui était devenue pour eux deux une bénédiction, ainsi qu'également une malédiction quelquefois. Malgré cela, ils s'en sortent bien, le chiffre d'affaires augmente chaque année. En 2022, l'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 5,7% et se situe désormais à 4 milliards d'euros par année. Richard tente maintenant de surmonter son traumatisme d'enlèvement en agissant en tant que membre du conseil d'administration de l'association Waiver Ring qui s'occupe des victimes de différents crimes. Auguste, de son côté, a fêté son 70e anniversaire en 2014. Les conflits familiaux autour de la gestion de l'entreprise lui donnent par contre du fil à retordre. Après des décennies de querelles entre les descendants des Hautecœur, le groupe, finalement, a été scindé il y a 2 années. Les enfants issus d'un 3e mariage, Alfred, Karl et Julia Hautecœur, ont repris entre autres la cave à champagne Henkel Eco, la société Martin Braun Bachmittel KG, l'usine chimique de Bodenheim et la collection d'art d'Auguste Hautecœur. La partie la plus importante du chiffre d'affaires des produits alimentaires reste cependant entre les mains de Richard et Philippe Hautecœur, Rudolf Schweizer, Marcus Lutis et Ludwig Graf Douglas, qui avaient donc repris la direction de l'entreprise après le départ d'Auguste Hautecœur en 2019. Cette fois, Auguste Hautecœur se bat pour faire face au passé nazi de l'entièreté de sa famille. Lui-même, d'ailleurs, a déclaré ceci très clairement lors d'une interview. Mon père était un national-socialiste. Un travail de mémoire est indispensable, car il est tout simplement inadmissible qu'un nom comme le nôtre soit constamment associé au régime nazi qui a été tant redouté. Pour les successeurs de l'entreprise Dr Hautecœur, la préservation de la marque ainsi que de la tradition est aujourd'hui, une fois encore, une priorité absolue. Ils vivent leur vie pour leur entreprise familiale, pour le rêve de leur arrière-grand-père. Un pharmacien qui, grâce à son invention, offrait aux gens de belles heures parfumées et qui, malgré les innombrables défis de son époque, s'était toujours accroché à son projet de cœur. Aujourd'hui encore d'ailleurs, le premier paquet de levure chimique Dr Hautecœur est conservé en lieu sûr. Alors quel souvenir as-tu des produits Dr Hautecœur ? N'hésite pas à nous le faire savoir dans la section commentaires. Et si l'histoire rocambolesque du passé du fabricant de produits alimentaires a pu t'inspirer et que tu souhaites continuer à découvrir des histoires de création passionnantes, n'hésite pas à nous laisser un like ainsi qu'un commentaire et clique vite sur la prochaine vidéo captivante pour vivre de près les hauts et les bas d'une prochaine entreprise.